Ce lier cela. Il a pleuré quand je lui ai dit que je partais. Sa voix s'est brisée, ses mains se sont mises à trembler et il a juré que, sans moi, il allait mourir. Pendant quelques secondes, je l'ai cru. Juste quelques secondes. Jusqu'au moment où j'ai compris pour qui il était vraiment en train de pleurer. Ce soir-là, l'appartement sentait le café froid et la pluie rentrant par la fenêtre mal fermée. Un 2 pièces un peu défraîchi à Montreuil, au 4e étage sans ascenseur, avec ce parquet qui craque toujours au mauvais moment et ces murs trop fins qui laissent passer les disputes des voisins. La lampe du salon diffusait une lumière jaune fatiguée. Les volets étaient à moitié fermés, comme s'ils en avaient assez de nous voir faire semblant. Il était assis au bout du canapé, penché en avant, les coudes sur les genoux, les mains jointes, comme quelqu'un qui prie sans y croire. Moi, j'étais debout près de la porte d'entrée, la main crispée sur la poignée de ma valise cabine, celle que j'utilisais pour les week-ends à Lyon chez mes parents. Cette fois, elle ne servirait pas à revenir. Il a levé la tête vers moi. Ses yeux étaient rouges, les cernes foncées, le visage un peu gonflé comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours, alors que je savais pertinemment qu'il avait très bien dormi. C'est moi qui passais mes nuits à fixer le plafond. « Claire, s'il te plaît, ne fais pas ça », a-t-il murmuré. Il n'a pas crié, il n'a pas frappé dans un mur, il n'a rien jeté par terre, non, c'était pire. Il parlait doucement, avec cette voix cassée qui donne l'impression que chaque mot lui fait mal. Et pendant un instant, j'ai senti mon cœur se serrer. Cela faisait des années que j'aimais cet homme. On n'efface pas ça en claquant la porte. « Je ne peux plus », ai-je répondu, la gorge serrée. « Je n'y arrive plus. » Il s'est levé lentement, comme si ses jambes pesaient trop lourd. Il a fait 2 pas vers moi. Il portait un vieux t-shirt gris et un jogging, les cheveux en bataille. Même comme ça, il m'était familier. C'était ça le plus difficile. Rompre avec quelqu'un qui, physiquement, vous est encore tellement connu alors que tout le reste est devenu étranger. Ce lit, il a pris ma main. Il l'a posée contre son torse. « Tu sens ?» a-t-il soufflé. « Tu vois comme mon cœur bat ? Tu es en train de me tuer. Je peux changer, je te le jure. Je vais changer. Donne-moi une dernière chance, Claire. Je ne peux pas vivre sans toi. » Sous mes doigts, ses battements étaient rapides, désordonnés. Je me suis rappelé d'autres moments où ma main avait été là, au même endroit. Les siestes du dimanche, les matins d'hiver sous la couette quand on n'entendait que ça dans le silence de l'appartement. Je me suis rappelé le Julien des débuts, celui qui se levait plus tôt pour me préparer un café avant que je prenne le RER, celui qui m'attendait devant mon boulot avec des croissants encore tièdes. Je n'étais pas parti sur un coup de tête, je ne fais pas ce genre de choses. J'avais repoussé ce moment pendant des mois, j'avais tout essayé. Parler, me taire, pardonner, me convaincre que ce n'était pas si grave. Mais il y a un jour où on se réveille et où l'on se rend compte que ce qui est en train de mourir, ce n'est pas seulement le couple, c'est nous. Derrière lui, dans l'entrée, il y avait ce petit miroir Ikea accroché depuis qu'on s'était installé. J'y ai croisé mon reflet. Mes yeux étaient ternes. Mon visage paraissait plus vieux que mon âge. J'ai pensé à la Claire de 25 ans qui avait emménagé ici, excitée, un carton dans chaque main, persuadée que tout commençait. Je ne me reconnaissais plus. J'ai retiré doucement ma main de la sienne. « Ce n'est pas que tu ne peux pas vivre sans moi, ai-je dit, c'est que tu ne supportes pas l'idée d'être seul. » Il a souri, mais c'était un sourire nerveux, presque un tic. « Tu exagères toujours, a-t-il lâché. Tu dramatises tout. On peut arranger les choses. On traverse juste une mauvaise passe. Toutes les couples passent par là. » « Toutes les couples ne couchent pas avec quelqu'un d'autre en pleine mauvaise passe, ai-je répliqué, plus calmement que je ne le croyais possible. Il s'est raidi, comme si je l'avais giflé. Son regard a changé, à la fois plus froid et plus fragile. Ce lit. Il s'est rassis sur le canapé comme si ses jambes ne le supportaient plus, et là, il s'est mis à pleurer. Pas une larme glissant joliment sur la joue, non, un vrai sanglot. Le genre qui fait trembler les épaules et renifler sans dignité. « Tu ne peux pas me faire ça, Claire, répétait-il. Je t'en supplie, je vais mourir sans toi, tu comprends? Je vais mourir. » Ces mots remplissaient la pièce, se mêlaient au bruit des voitures au loin sur le périphérique et à la télévision du voisin du dessous qui passait un vieux film avec le son trop fort. Tout continuait à vivre autour alors que notre monde à nous s'écroulait. Je me suis approché d'un pas. Je sentais mes yeux me brûler, mais je refusais de pleurer. J'étais arrivé au stade où il ne restait plus de larmes, seulement une fatigue profonde. C'est là qu'il a prononcé la phrase qui a tout scellé. « Je ne peux pas la perdre. » Il l'a dit très bas, entre 2 sanglots, mais je l'ai entendu distinctement. La perdre. Pas te perdre, là. Mon estomac s'est soudain vidé. J'ai senti une sorte de froid traverser ma poitrine.
Il a continué à pleurer sans se rendre compte de ce qui venait de lui échapper. Peut-être croyait-il que je n'avais pas fait attention, mais j'ai entendu. Et ce pronom m'a frappé plus fort que toutes les preuves que j'avais accumulées en silence. « Qui ça ?» ai-je demandé. Il a relevé la tête, les yeux ronds. « Quoi ? Tu as dit « Je ne peux pas la perdre », ai-je insisté. « Qui ça ?» Ses lèvres ont bougé, mais aucun son n'est sorti. Il me regardait comme un fugitif surpris en flagrant délit pour qui toutes les portes viennent de se refermer. Il aurait pu choisir ce moment pour être honnête. Il ne l'a pas fait. Il a choisi le silence. Et ce silence a été plus clair que n'importe quel aveu. Je me suis redressé. J'ai pris la poignée de ma valise. J'ai senti le plastique m'entailler la paume. Il a voulu se lever, me retenir, mais je suis arrivé à la porte avant lui. « Claire, attends, a-t-il balbutié. On peut parler. Tu ne peux pas partir comme ça, pas après tout ce qu'on a vécu. » Seul. « Tu ne peux pas tout jeter. » Je me suis tourné vers lui une dernière fois. « C'est toi qui as tout jeté, ai-je dit. Moi, je ne fais que ramasser ce qu'il reste de moi et l'emmener ailleurs. » Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai refermée doucement. Il y a des fins qui n'ont pas besoin de bruit. Dans la cage d'escalier, ça sentait la lessive bon marché et le tabac froid. J'ai descendu les 4 étages en apesanteur, la valise cognant sur chaque marche. En bas, le vieux code de la porte d'entrée a mis 3 tentatives avant de s'ouvrir. Il pleuvait fin, cette petite pluie parisienne qui s'infiltre partout. Je me suis dirigé vers ma Clio grise garée en double fil, comme d'habitude parce que Julien ne supportait pas tourner trop longtemps pour chercher une place correcte. J'ai mis la valise sur le siège arrière, je suis monté côté conducteur et je suis resté un moment immobile, les mains sur le volant, le front contre le cuir froid. Mon téléphone a vibré sur mes genoux. Un message de lui. « Ne fais pas ça, reviens à l'appart, je te jure que elle ne compte pas. Elle. » Le mot était là, écrit noir sur blanc. Pas un lapsus, pas un hasard, une confirmation. Je n'ai même pas eu le courage de sourire. J'ai tapé sans réfléchir. C'est trop tard. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai posé le téléphone à l'envers sur le siège passager, j'ai démarré et je me suis engagé dans la rue, les essuie-glaces grinçant sur le pare-brise mouillé. Pendant que je roulais vers le périphérique, les images défilaient dans ma tête. Notre première rencontre, nos promesses, le café où je l'avais suivi un soir, le nom inconnu sur son écran de téléphone, les nuits à l'attendre en regardant l'heure sur l'horloge du four. C'était comme si toute notre histoire se rembobinait en accéléré. La vérité, c'est que ça faisait longtemps que quelque chose s'était cassé. Pas d'un coup, pas à cause d'une scène spectaculaire, plutôt comme une fissure qui s'agrandit lentement, un mur qui se délite sur plusieurs hivers. Au début, on ne voit que la petite lézarde. Se lit. Puis un jour, le mur n'est plus là. Avant Julien, j'aimais croire que le couple, c'était simple. Tu rencontres quelqu'un, tu te plais, tu construis, tu te disputes, tu te réconcilies, tu vieillis ensemble. Nous, on avait suivi exactement ce déroulé, du moins en apparence. Je l'avais rencontré un soir dans un bar de la rue Oberkampf, à Paris. Une soirée d'anniversaire d'une amie d'amis, de celle où on ne connaît presque personne, mais où on finit quand même par discuter avec quelqu'un à côté du comptoir collant. Il portait une chemise bleu ciel un peu trop grande et tenait un verre de vin blanc qu'il ne cessait de renverser sur ses doigts. Il avait cette façon de rire en montrant toutes ses dents, un rire trop sonore mais contagieux. On avait passé la soirée à se moquer de la playlist du bar, à comparer nos parcours d'étudiants ratés. Il était comptable dans un cabinet du 9e arrondissement, moi je travaillais comme assistante médicale dans un cabinet de cardiologie près de la gare de Lyon. On a parlé de nos villes d'enfance, lui à Rennes, moi à Lyon, de notre haine commune pour le RER aux heures de pointe, de nos rêves de vivre un jour près de la mer. Après ça, tout est allé vite. Des cafés après le travail, des nuits à refaire le monde, des week-ends à Lille ou à Bordeaux en covoiturage, des « je t'aime » chuchotés dans des cuisines trop petites. 1 an plus tard, on signait ensemble un bail pour ce 2 pièces à Montreuil. On avait l'impression d'acheter un château alors qu'on s'endettait juste pour payer un loyer exorbitant à un propriétaire invisible. On a meublé l'appartement avec de l'IKEA et des vieux trucs récupérés chez nos parents. On s'est engueulé pour choisir la couleur du canapé, pour savoir de quel côté du lit on dormirait, pour la façon de plier les draps. On riait après, nus dans ce lit qui grinçait à chaque mouvement. Il y avait des dimanches matins où on descendait à la boulangerie du coin pour acheter des pains au chocolat et une baguette tradition. On remontait avec le sac encore chaud, la radio allumée sur France Inter, le café qui coulait dans la machine. Scellé. Je le regardais traverser le salon en slip, les cheveux en bataille, et je me disais que c'était ça, le bonheur tranquille. Je ne sais pas exactement quand ça a changé. Pas un événement précis, plutôt une accumulation de petits moments décalés. D'abord, il y a eu le téléphone.
Avant, il traînait partout. Il le laissait sur la table, dans la salle de bain, sous un coussin. Puis un jour, c'est devenu une extension de son bras. Toujours dans sa poche, toujours posé face contre la table, toujours en silencieux. Au début, je me suis dit que c'était le boulot, un client exigeant, un patron chiant. Puis j'ai vu comment il souriait en lisant certains messages. Ce n'était pas un sourire de comptable qui reçoit un mail de son expert comptable. Un soir, j'étais dans la cuisine à préparer des pâtes. Son téléphone était posé sur le plan de travail, à côté de la planche à découper. Il vibrait sans interruption. J'essayais de l'ignorer, concentré sur la sauce, jusqu'à ce que l'écran s'allume avec une notification que je ne pus pas m'empêcher de lire. Un prénom, Léa, et un cœur à la fin. Je pense encore à hier soir, disait l'aperçu du message. J'ai senti ma main s'arrêter en plein mouvement, la cuillère suspendue au-dessus de la casserole. Les bruits de l'appartement se sont soudain estompés. Je n'entendais plus que le bruit du sang dans mes oreilles. Je n'ai pas touché au téléphone, je ne l'ai pas ouvert. Je suis resté là, devant cet écran, jusqu'à ce qu'il s'éteigne de lui-même. Quelques secondes plus tard, il est entré dans la cuisine, a pris son portable sans même regarder l'écran, m'a embrassé sur la joue et m'a demandé ce qu'on mangeait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je l'entendais respirer à côté de moi, calmement, profondément. Moi, je fixais les ombres sur le plafond. Je me disais que j'avais peut-être mal lu, que Léa pouvait être une cousine, une collègue, peu importe. Je m'accrochais à n'importe quelle explication pour repousser l'inévitable. Mais après ce message, tout m'est apparu différemment. Les retards au travail, les douches plus longues, les chemises repassées alors qu'il détestait repasser. Les vendredis où il disait aller boire un verre avec les gars du bureau. Les samedis après-midi où il partait courir au bois de Vincennes et revenait sans transpirer. Un jour, j'ai trouvé un ticket de carte bleue dans la poche de son manteau en le vidant avant la machine à laver. Un dîner pour deux dans un restaurant du 11e à 22h30 un mercredi. La veille, il m'avait dit qu'il travaillait tard parce qu'il devait finir un bilan urgent. Je lui ai montré le ticket en rentrant du travail. Je ne criais pas, je lui tendais juste le papier sans expression. « C'est quoi ça ?» Il l'a jeté un coup d'œil rapide. « Un dîner avec un client, c'est tout, a-t-il répondu. Je t'en avais parlé. Tu n'écoutes jamais quand je te raconte mes journées. » C'était à quel client ? Il a donné un nom que je n'avais jamais entendu, une petite entreprise soi-disant dans le 13e. Il a ajouté quelques détails tellement précis que ça en devenait suspect. Plus il parle, plus il ment. « Tu ne me fais pas confiance, a-t-il conclu, blessé. C'est ça le problème, tu vois du mal partout. » Je me suis tu. Avec lui, poser des questions revenait à devenir la coupable. Il retournait tout. J'ai essayé de me persuader que je ne voulais pas devenir cette femme qui fouille dans les poches, qui scrute les factures, qui poursuit son compagnon dans la rue. Mais quelque chose en moi s'était fissuré. Quelques semaines plus tard, j'ai fait pire que fouiller dans ses poches. J'ai décidé de le suivre. Ce soir-là, il m'avait dit qu'il retrouvait des collègues dans un bar à République après le boulot. Je venais de finir ma journée à la clinique. Au lieu de rentrer directement à Montreuil, j'ai pris la ligne 9 jusqu'à Nation, puis la 2 jusqu'à Belleville. Je connaissais vaguement ses trajets, ses habitudes. J'avais l'impression de commettre un crime, mais je continuais. J'ai repéré son cabinet comptable près de la gare Saint-Lazare. Je me suis posté un peu plus loin, côté trottoir, avec mon manteau beige et mon écharpe remontée jusqu'au nez, comme si ça pouvait me rendre invisible. Seulier. J'ai attendu. Le ciel devenait rose sale au-dessus des immeubles. Les gens sortaient des bureaux, la foule se pressait. Et puis, je l'ai vu. Il descendait les marches du bâtiment, son sac en bandoulière, l'air détendu. Il n'a pas pris la direction du métro. Il a sorti son téléphone, l'a regardé, a souri, puis est parti à pied, d'un pas assez léger pour quelqu'un censé être épuisé par sa journée. Je l'ai suivi à distance, les mains glacées dans les poches. Il a traversé le boulevard, s'est enfoncé dans une rue plus calme, jusqu'à un petit café-brasserie à l'angle. Pas une chaîne connue, non. Un de ces endroits avec des banquettes rouges usées et une ardoise devant la porte qui annonce un plat du jour à 10 €. Il est entré. Quelques minutes plus tard, elle est arrivée. Léa, j'imagine. Je l'ai vue de loin. Brun foncé, cheveux attachés, manteau long, sac en bandoulière, allure sûre. Elle a ouvert la porte, l'a cherché du regard, il s'est levé, ils se sont fait la bise. C'était une bise qui durait un peu trop. Il lui a touché la hanche en se rasseyant. J'ai reconnu son geste. C'était le même qu'il avait avec moi, avant. Je suis resté planté sur le trottoir d'en face, à moitié caché derrière un panneau, sous une fine pluie qui me collait les cheveux au front. Je ne ressentais pas exactement de la colère, c'était plutôt une sorte de vide, comme si je regardais des inconnus à travers une vitre. Un couple comme les autres, sauf que c'était mon mari avec une autre femme. Je ne sais pas combien de temps je suis resté. Quand je suis rentré à Montreuil ce soir-là, il dormait déjà. J'ai eu le réflexe idiot de vérifier s'il respirait. Il respirait profondément, comme quelqu'un qui n'a pas de problème. Je n'ai rien dit, pas cette nuit-là, ni le lendemain,
ni celui d'après. À partir de ce moment, j'ai vécu en 2 temps. De l'extérieur, tout semblait pareil. Je préparais le dîner, je prenais mon RER, je lui demandais comment s'était passée sa journée, je participais au repas de famille. À l'intérieur, quelque chose s'effondrait lentement. Ce week-end, on pensait aller faire un tour au marché pour acheter des légumes frais. Mais on verra bien selon la météo annoncée finalement. Seuil est en s'effondrant, quelque chose d'autre naissait. Une sorte de lucidité douloureuse, mais nécessaire. Le message dans la salle de bain a été le dernier clou. Ce soir-là, il était sous la douche, en train de chanter faux comme d'habitude. Son téléphone vibrait sur la table basse du salon. Je me suis assise à côté, j'ai essayé de me concentrer sur l'émission qui passait à la télé. Le portable a vibré encore, puis encore. Finalement, il a affiché un aperçu. Je n'arrête pas de penser à tes mains. Même heure demain ? Je n'ai même pas ouvert la conversation. J'en avais plus besoin. C'était la confirmation écrite de ce que je savais déjà. J'ai remis le téléphone exactement là où il était, l'écran tourné vers le plafond. Je suis allé dans la chambre, j'ai sorti ma valise du placard. J'ai commencé à plier mes vêtements. Le jour où vous commencez à faire une valise sans date de retour, vous savez que ce n'est pas un caprice, c'est la fin. Tout ce qui s'est passé ensuite, la scène dans le salon, les larmes, le « je ne peux pas la perdre », le portail, la pluie, la Clio, tu le sais déjà. Ce que tu ne sais pas encore, c'est ce qui est arrivé après ce premier message inconnu. J'étais garé en bas de l'immeuble, moteur encore allumé, phare braqué sur la route, quand mon téléphone a vibré une nouvelle fois. J'ai pensé que c'était Julien. Ce n'était pas lui. C'était ce numéro que je ne connaissais pas. « Il vient », disait le message. Je l'ai relu 3 fois. Il venait d'où? Vers qui? Je sentais mes mains trembler sur le volant. « Qui êtes-vous » ai-je écrit. Le temps entre mon envoi et la réponse m'a paru interminable. En réalité, il n'a pas dû dépasser 2 minutes. « Je suppose que vous êtes sa femme. » Mon cœur a battu plus fort. J'ai posé le téléphone sur mes genoux. Pendant un moment, j'ai pensé à ne pas répondre, à couper le contact, à ne rien savoir, à me contenter de cette version déjà insupportable. Mais je n'en étais plus là. « Oui » ai-je écrit. « Et vous ?» Il n'y a pas eu de réponse ce soir-là. Solé. Je suis parti. J'ai rejoint le périphérique, puis l'A4, puis une petite bretelle vers Montreuil. J'ai passé la nuit sur un matelas gonflable chez une amie à regarder mon téléphone posé sur le sol, immobile. Le lendemain matin, alors que je sortais de la douche, un nouveau message était là. « Je m'appelle Léa. Je ne voulais pas vous faire du mal. » J'ai senti une boule remonter jusque dans ma gorge. « Vous saviez qu'il était marié » ai-je répondu aussitôt. Mes doigts allaient plus vite que ma réflexion. « Vous saviez qu'il vivait avec quelqu'un » Il m'a dit que c'était fini, a-t-elle répondu, que vous restiez sous le même toit le temps de régler les papiers, que vous ne couchiez plus ensemble, que vous ne vous supportiez plus. Je me suis assise sur le bord du lit, une serviette autour du corps, les cheveux encore mouillés. J'avais l'impression que tout le sang quittait mon visage. « Il ment » ai-je écrit. « On dormait dans le même lit jusqu'à hier. » Il y a eu un long moment de silence. Puis un nouveau message. « Je m'en doutais » a-t-elle avoué, « mais j'ai voulu le croire. Il pleurait quand il parlait de vous. Je me disais que si un homme souffrait autant, c'est qu'il devait dire vrai. » Ça m'a presque fait rire ce détail. Bien sûr qu'il pleurait, les larmes étaient sa meilleure arme. Il pleure pour lui, ai-je répondu, pas pour les autres. Il pleure sur l'image qu'il a de lui-même, c'est un rôle, rien de plus. Nous avons échangé ainsi pendant une bonne partie de la matinée, pas en continu, mais par petits morceaux de vérité lancés comme des pierres dans un étang. Elle m'a raconté comment ils s'étaient rencontrés. Une formation professionnelle, un séminaire à la Défense. 2 jours dans un hôtel impersonnel, des pauses café, des déjeuners avec des collègues qu'on ne reverra jamais. Lui qui se présente comme « marié mais c'est compliqué », elle qui traverse une période difficile avec un ex toxique. La parfaite configuration pour qu'il joue les sauveurs. « Il me disait que vous l'aviez détruit », a-t-elle écrit. « Ce lit, que vous étiez distante, froide, que vous ne vouliez plus rien partager avec lui. » Il disait la même chose de toutes ses ex, ai-je répondu. C'est plus facile que de se demander ce qu'il fait, lui. Je sentais la colère monter, pas contre elle, mais contre ce scénario qu'il répétait avec des variations minimes. Il m'avait probablement décrite comme une harpie, comme la femme qui ne le comprenait pas, qui ne l'écoutait pas, alors même que j'avais passé des années à tendre l'oreille à chaque soupir, à chaque nuance de sa voix. « Je vais arrêter », a fini par écrire Léa. « Je ne veux pas être cette personne-là. Je ne veux pas être celle qui prend la place de quelqu'un. Je suis désolé. » Je suis resté longtemps à regarder ce message. Je me serais attendu à ressentir une satisfaction quelconque, une sorte de victoire. Mais je ne ressentais rien de tout ça, juste une lassitude immense. Nous étions 2 femmes à ramasser les morceaux du même mensonge.
Les jours suivants, Julien a continué d'appeler. Je n'ai pas répondu. Il a laissé des messages vocaux. Dans le premier, il sanglotait. Il disait qu'il avait fait une énorme bêtise, qu'il allait changer, qu'il irait voir un psy, qu'il couperait tout contact avec elle, qu'il ferait n'importe quoi. Dans le deuxième, il ne sanglotait plus. Sa voix était froide, blessée. Il m'accusait d'être dur, d'avoir tout abandonné au lieu de me battre. Dans le troisième, il parlait peu. Il respirait plus qu'il ne parlait. Puis, plus rien. J'ai trouvé un petit studio à Bagnolet, un bout de pièce avec un lit gigogne, une kitchenette et une fenêtre sur une cour intérieure où séchaient des draps de toutes les couleurs. Je signais les papiers en sentant mes mains trembler. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était à moi. Une adresse où il n'avait pas sa place. Mes parents ont mis du temps à comprendre. Quand je leur ai annoncé au téléphone que j'avais quitté Julien, ma mère a poussé un long soupir. Elle l'aimait bien, Julien, avec son air charmant et ses plaisanteries faciles. Mon père a demandé simplement « Tu es sûr de toi ?» Je ne l'étais pas. Je ne crois pas qu'on puisse être sûr à 100% de quitter quelqu'un qu'on a aimé. Mais je savais que rester me tuerait à petit feu. Mes amis ont réagi comme des amis. Certaines ont traité Julien de tous les noms. D'autres m'ont proposé spontanément leur canapé, leur frigo, leur garde-robe, leurs oreilles. Je les ai toutes remerciées. Et malgré tout, je me suis senti incroyablement seul. Après quelques semaines, alors que je commençais tout juste à m'habituer à me réveiller seul, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était un mardi soir, il faisait encore jour. J'ai regardé par le Judas. Julien, trempé, les cheveux plaqués, son éternel sac en bandoulière. Il tenait un bouquet de fleurs du supermarché. Je n'avais pas envie de le laisser entrer, mais je ne voulais pas non plus qu'il fasse un scandale dans le couloir étroit de l'immeuble, entre la poussette de la voisine et les sacs de tri remplis. J'ai ouvert, en laissant la chaîne de sécurité. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Te parler, a-t-il dit. Juste te parler, 5 minutes. » J'ai hésité, puis j'ai retiré la chaîne et je l'ai laissé passer. Il a posé le bouquet sur la petite table bancale près de l'entrée, comme s'il s'agissait d'un geste profond. Les fleurs gouttaient sur le bois. « Tu t'installes bien à ce que je vois » a-t-il lancé en jetant un coup d'œil circulaire. Une tentative de plaisanterie. Elle est tombée à plat. Je ne lui ai pas proposé de s'asseoir, mais il s'est affalé sur la chaise de la kitchenette quand même. Il a commencé son discours. Il parlait de manque, de regrets, de périodes compliquées, de crise de la quarantaine en avance, alors qu'il n'avait que 33 ans. Il parlait de sa peur de l'engagement, de ses blessures d'enfance, de son incapacité à gérer ses émotions. Il empilait les raisons comme des briques entre la réalité et lui. Je l'écoutais d'une oreille. J'avais l'impression de regarder un acteur réciter un texte qu'il avait répété devant le miroir. « Je l'ai plus ou moins quitté » a-t-il lâché à un moment. « Ce l'est. Enfin, c'est compliqué, mais c'est toi que je veux. Tu le sais, non ?» Sa phrase m'a glacé. « Tu l'as plus ou moins quitté » ai-je répété. « T'entends ce que tu dis ? Tu veux garder tout le monde comme solution de secours, Julien. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la gestion de risque. » Il s'est levé, agacé. « Tu es impossible, Claire. Tu ne vois pas les efforts que je fais. Je souffre aussi, tu sais. » Je n'en doute pas, ai-je répondu calmement. Mais la souffrance n'excuse pas tout. Et surtout, elle n'annule pas les actes. Il a posé ses mains sur la table, s'est penché vers moi. « Je vais mourir sans toi, » a-t-il murmuré. « Je ne sais pas comment te le dire autrement. Je vais vraiment mourir. » Je les regardais. Pour la première fois, je n'ai rien ressenti. Ni pitié, ni colère, ni culpabilité. Seulement une distance infinie. « Non, ai-je dit, tu ne vas pas mourir, tu vas vivre, tu vas continuer à aller au boulot, à boire des bières avec tes collègues, à rire trop fort dans les bars. Tu vas peut-être raconter une autre version de notre histoire pour ne pas te faire trop mal, mais tu ne vas pas mourir. La seule chose qui est en train de mourir là, c'est le contrôle que tu avais sur moi. C'est ça qui te terrorise. » Il a reculé comme si je l'avais frappé. Son visage s'est fermé. Il a attrapé le bouquet, l'a laissé retomber aussitôt. « Tu es devenue froide » a-t-il lancé. « Je ne te reconnais plus. » « Moi non plus, ai-je répondu. Je ne me reconnaissais plus avec toi. C'est bien pour ça que je suis parti. » Il est parti sans se retourner. Quand la porte s'est refermée derrière lui, je me suis appuyé contre le mur. Je ne suis pas tombé. J'ai juste respiré profondément. Le studio était silencieux, à part une chasse d'eau quelque part et un bébé qui pleurait dans l'appartement voisin. La vie continuait, partout. Elle recommençait un peu chez moi aussi. Les mois ont passé. J'ai pris de nouvelles habitudes. Le lundi soir, je faisais les courses au Monoprix en bas de la rue.
Le mercredi, je faisais un détour par la bibliothèque municipale pour emprunter des livres que je ne terminais pas toujours. Soleil. Le dimanche, je me permettais un café en terrasse, seul, avec un croissant et le journal. Au début, tout me rappelait Julien, le goût du café, les couples attablés, les films romantiques à la télé, les discussions entre collègues sur leurs histoires de cœur. Petit à petit, il a cessé d'être partout. Il est devenu une pensée parmi d'autres, au milieu de mes factures, de mes rendez-vous chez le dentiste, de mes messages de groupe WhatsApp. Un après-midi d'hiver, dans un supermarché bondé, je l'ai revu. J'étais en train de comparer le prix des paquets de pâtes quand j'ai entendu quelqu'un dire mon nom. Je me suis retourné. Il était là, au bout de l'allée, un panier à la main, une bouteille de lait et des tomates dedans. Il avait l'air plus maigre, plus fatigué. Ses yeux avaient perdu un peu de leur éclat. « Salut » a-t-il dit, doucement. « Salut » ai-je répondu. Un silence étrange s'est installé entre nous, au milieu des clients qui passaient avec leur caddie. « Tu as l'air bien » a-t-il ajouté. « Toi aussi » ai-je menti par politesse. Il a hoché la tête, a baissé les yeux sur son panier. « Je suis désolé » a-t-il murmuré, « pour tout. » Je l'ai cru sur le moment. Il était peut-être sincère, ou sincère de la façon dont il savait l'être, à moitié, quand ça l'arrangeait. J'ai souri légèrement. « Je sais » ai-je simplement dit. Je ne lui ai pas demandé comment il allait. Je ne lui ai pas demandé où il vivait, avec qui, s'il était encore avec Léa ou avec une autre. Il ne m'a rien demandé non plus. Nous nous sommes dit au revoir. Je suis parti vers les caisses automatiques. Je l'ai senti me regarder partir, mais je ne me suis pas retourné. Ce soir-là, dans mon studio, j'ai ressorti un carnet que j'avais acheté quelques jours plus tôt sans savoir pourquoi. Je m'y suis mis à écrire notre histoire. Pas pour lui, ni pour Léa, ni pour mes parents. Pour moi. Pour sortir tout ça de ma tête, pour le déposer quelque part où ça ne pourrait plus m'envahir la nuit. J'ai écrit la soirée à Oberkamp, le déménagement à Montreuil, les croissants du dimanche, les 1er d'août, le prénom sur le téléphone, le café en face, la valise, la phrase « je ne peux pas la perdre », les messages de Léa, la visite sous la pluie. Scellé. À la fin, j'ai laissé mon stylo en suspens un moment. Puis j'ai ajouté une phrase que je n'oublierai jamais. Parfois, la personne qui pleure le plus n'est pas celle qui souffre le plus. C'est juste celle qui vient de comprendre qu'elle n'a plus tout le monde dans sa main. J'ai refermé le carnet, je l'ai posé sur la petite table à côté de mon lit, et j'ai ressenti enfin quelque chose qui ressemblait à de l'apaisement. Pas de la joie, pas de l'oubli, de l'apaisement. Comme si, en mettant des mots sur tout ça, j'avais récupéré ma propre version des faits, comme si l'histoire, désormais, m'appartenait à moi seul. Je ne sais pas si Julien a vraiment changé, je ne sais pas si Léa a refait sa vie avec quelqu'un d'autre, si elle repense parfois à moi en croisant un couple dans la rue. Je ne sais pas si un jour je tomberai amoureuse à nouveau ou si cette histoire restera une sorte de cicatrice qui rendra tout plus compliqué. Ce que je sais, c'est que je ne suis plus la femme qui croyait qu'un « je vais mourir sans toi » était la preuve ultime de l'amour. Je sais maintenant que certaines déclarations sont des menottes déguisées. Je sais que les larmes peuvent être sincères et manipulatrices à la fois. Et je sais surtout que le jour où j'ai fermé la porte de cet appartement de Montreuil derrière moi, je n'ai pas perdu ma vie. J'ai commencé, lentement, maladroitement, à la récupérer.